Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième et dernière journée du Forum DSI International. Donc c'est notre troisième journée. Le premier jour, le deuxième jour, nous avons abordé justement le point de vue de la transformation numérique et du Covid, comment cela a servi d'accélérateur, comment cela a changé nos habitudes de vie, comment cela est intervenu en termes de management, de ressources humaines, mais aussi comment cela a pu apporter des nouvelles solutions techniques et de nouvelles opportunités. Donc aujourd'hui, nous serons toujours dans cette optique-là. Comme c'est notre dernière journée, le programme est assez chargé, je dois dire, donc on va essayer de respecter les timings. Donc au programme de ce jour, une keynote, une conférence, ainsi qu'un grand panel. Et il y aura aussi les remises des différents trophées pour les différents prix, mais il y aura aussi de nombreuses surprises, parce que c'est une dernière journée, donc sans surprise, voilà, ça n'en est pas vraiment une. Donc voilà, donc pour commencer, la première keynote va nous être présentée par Madame Anna Semado. Alors, Madame Semado, elle est ingénieure des mines, elle est titulaire d'un MBA, elle accompagne les entreprises dans la transformation numérique et digitale. Elle fait partie du think tank 9+, qui est le think tank des grandes écoles. Donc voilà, elle nous vient de Paris, elle va nous présenter le thème suivant, réinvention ou résilience numérique de l'entreprise, la crise a tout accéléré. Donc je laisse la place à Madame Anna Semado. Vous pouvez applaudir pour elle, s'il vous plaît ? Merci. Il faut bien parler dans le micro. Attendez. Non. Même si... Ah, là, ça change tout. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de l'invitation. Je suis ravie et très honorée d'être ici ce matin avec vous. Alors, nous allons parler du numérique dans l'entreprise, le numérique, l'organisation de l'entreprise et l'humain. Quand on m'a invité, on m'a dit... Tu as fait une étude sur les DSI. En fait, dans le cadre du G9+, le think tank dont Chris vient de parler, nous avons fait une étude, mais une étude qualitative. C'est-à-dire qu'on est parti à la rencontre d'une vingtaine de DSI pour qu'ils nous disent comment la crise avait changé les choses et comment elle avait accéléré les choses. Donc on m'a demandé de parler de ce sujet. Je me suis dit, pour moi, il y a la question de la direction de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise. Et il y a la question de l'humain dans l'entreprise. Et donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la stratégie de l'entreprise, je vais arriver au DSI et je vais parler de chacun de nous en tant qu'apprenant dans l'entreprise. Donc voilà, c'est le dirigeant stratège en quête de renouveau, le DSI résilient et conquérant, parce que dans la crise, les DSI, bravo, vous avez joué un rôle majeur, et maintenant c'est poursuivre la conquête, et l'apprenant engagé pour la plasticité de son mindset. On l'a vu hier, le prix qui a été rendu pour l'apprentissage. Il y avait parmi les 6 candidats 2 qui parlaient de l'apprentissage. Et on va voir comment c'est fondamental pour nous tous. Donc, il y a aujourd'hui un réveil confiant des dirigeants. Pour faire ça, je me suis appuyée sur différentes études. Et celles qui m'ont le plus inspirée, c'est une étude de KPMG qui a été faite en juillet-août auprès de 1400 dirigeants de plusieurs pays, donc le G8, etc., et une étude d'Ernst & Young, publiée en début d'année, qui s'est appuyée sur 2400 dirigeants, également d'une cinquantaine de pays. Donc ce qu'on voit, c'est un réveil confiant des dirigeants. En janvier-février, la confiance dans la croissance de l'économie globale était à 42%. Aujourd'hui,
elle est en juillet-août, donc on peut dire aujourd'hui, elle est montée déjà à 60%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier soir, l'intervenant de la fin de journée, il parlait de cette courbe, la vallée des doutes, et après comment les entreprises partent en toute vitesse. Là, on est en train de voir ce mouvement-là. Et il est encore plus important parce que les entreprises, les dirigeants sont à 87% confiants dans la croissance de leur entreprise. Donc beaucoup plus que la confiance dans l'économie globale. Donc là, on est vraiment en train de partir dans cette courbe qui montrait comment elle partait. Cela dit, cette confiance n'est pas une confiance béate. C'est une confiance qui fait face à des menaces. Et on voit qu'entre 2020, où les menaces identifiées, on était en plein dans la crise, étaient les talents, la supply chain, le territorialisme, le climat, la cybersécurité, la technologie. Aujourd'hui, il y a une évolution et on voit que la cybersécurité apparaît en premier, le climat, la supply chain. Et ensuite viennent la technologie, la réglementation, etc. Et en fait, les trois premières menaces qui apparaissent aujourd'hui sont en fonction des secteurs. On a la cybersécurité pour les entreprises technologiques, télécom et la banque, le climat pour les entreprises de l'énergie, des infrastructures, la supply chain pour les entreprises du retail, de l'industrie et de l'automobile. Les clients, évidemment, c'est eux qui nous portent, les trois premières priorités. Et là, on voit le digital qui est toujours là. C'est la digitalisation des parcours clients et des process business, les nouveaux modèles économiques et l'optimisation des forces de vente. Et dans les nouveaux business et modèles économiques, le digital est extrêmement présent parce que toutes les innovations, toutes les adoptions de nouveaux modèles s'appuient sur le digital. En même temps, il y a des freins qui sont l'insuffisance technologique, on voit le pendant et on voit votre rôle, les contraintes de coût et de capital, évidemment, et là on voit apparaître aussi l'humain dans l'entreprise, c'est l'inertie interne, et j'y reviendrai dans l'étude des DSI, c'est qu'il y a ce besoin de transformation, donc ce besoin de réinventer l'entreprise qui s'est montrée résiliente, mais il y a des forces de rappel du management, des forces de rappel de la capacité de décision et de la vision aussi de certains dirigeants, et des forces de rappel de chacun d'entre nous pour lesquelles la routine est parfois beaucoup plus confortable que d'aller vers des choses nouvelles. Donc le digital apparaît clairement comme un pilier du renouveau. 78% des dirigeants interviewés par KPMG disent qu'ils veulent désinvestir s'ils risquent d'obsolescence digitale. Donc tout le monde a cette crainte et ils veulent aller et investir dans le digital pour sécuriser un rôle, excusez-moi des anglicismes, de first mover ou de fast follower, donc d'être vraiment sur le haut du peloton. On ne va pas être à la traîne en bas du peloton. Donc, quels sont les enjeux qui portent le digital? C'est les produits et services disponibles sur une plateforme web pour 49%, des partenariats avec des fournisseurs cloud, on en a beaucoup entendu parler déjà, l'évaluation de la culture et des valeurs, là on voit que l'humain, qui est donc ce sujet d'inertie interne dont je parlais tout à l'heure, qui apparaît comme majeur, les JV pour développer des technologies innovantes, on va le voir tout de suite après, les entreprises, pour aller vite, elles se rendent compte qu'il faut aller créer des partenariats, voire plus. Et elles ont toutes envie de détecter des sources de disruption. Mais ça peut être aussi un vœu pieux. Mais tout le monde a envie d'innover et ce besoin, il est présent dans la tête de la plupart des dirigeants. J'espère qu'ils le feront réellement. Donc, pour croître vite, ils appuient sur des stratégies inorganiques puisque ça sort du corpus de l'entreprise, au travers des fusions et acquisitions. Là, c'est en train déjà de repartir. Attention à vos pépites, si vous en avez, parce qu'il y a il y a beaucoup de levées de fonds et parfois des levées de fonds opportunistes.
des alliances stratégiques, des joint ventures et de l'outsourcing. L'outsourcing est en train de régresser, hein. C'est vraiment un tout petit pourcentage et j'y reviendrai dans l'étude des DSI parce que c'est un sujet pour l'entreprise. Et puis, elle cherche des stratégies inorganiques pour l'innovation et la R&D puisqu'évidemment, c'est au travers de ça que l'entreprise garantit ses actifs pour le futur. Donc, dans ces stratégies inorganiques, aujourd'hui, l'Europe est sur le devant de la scène. L'Europe qui, depuis 2008, était un peu à la traîne. Aujourd'hui, quand on demande aux entreprises où est-ce que vous voulez aller investir, les 2/5 pointent sur l'Europe. Et quand vous voyez le top des destinations, sur 5 pays, on a 4 pays européens. Je compte l'Angleterre dans les pays européens, puisque géographiquement, elle est dans les pays européens. Donc on a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et puis on a les États-Unis et l'Inde dans le top 5 des intentions d'investissement. Dans ces stratégies inorganiques, la cybersécurité, vous vous souvenez, c'était la première menace aujourd'hui, et le besoin de cyber-résilience apparaît comme majeur. Et donc, les entreprises aujourd'hui ne voient pas la cybersécurité uniquement pour elles, elles voient le besoin de cyberdéfense de l'organisation avec tout son écosystème, ses partenaires et également sa supply chain. Mais pour l'instant, il n'y en a que 58% qui se disent bien préparés aux cyberattaques. Donc un enjeu de cyber-résilience ouverte à tout l'écosystème. Les talents, fondamentaux. On en a beaucoup parlé. En 2020, ça paraissait comme le risque premier. Aujourd'hui, ça ne l'apparaît pas, mais il y a beaucoup de difficultés de recrutement. En 2020, on pensait qu'on allait tous travailler en dehors de l'entreprise et que l'entreprise pouvait vendre tous ses mètres carrés. Ce qu'on voit dans la dernière enquête de KPMG, c'est qu'en 2020, elles étaient 69% à dire qu'elles voulaient diminuer leur empreinte physique, donc les bureaux, les mètres carrés de bureaux. Aujourd'hui, elles sont 21%. Donc cette diminution ne veut pas dire que les 69% sont devenus 21%. Ça veut peut-être dire qu'il y en a qui ont déjà réduit leur surface. Mais vous voyez qu'il y a moins cet engouement, ce rêve peut-être de « on n'a plus de bureau, les gens sont partout et on va travailler comme ça ». Cela dit, quand on regarde ce que les entreprises pensent faire vis-à-vis des talents, vous voyez en bas, je ne sais pas s'il y a... Non, ça ne marche pas. En bas, 51% investissent ou veulent investir dans des bureaux partagés. En février, il y a plus 14% qu'en février. Donc on voit, ceux qui font des espaces de coworking, c'est une belle promesse. 40% veulent développer plus les compétences, et notamment l'incapacitation numérique de leurs collaborateurs. Et face au problème de la difficulté de trouver des talents, elles sont de plus en plus nombreuses à dire « je peux recruter des talents à distance ». Là, l'autre jour, on parlait d'un jeune Français qui vient d'être recruté par les États-Unis, il travaille sur la blockchain, il gagne 150 000 €, il est aux Canaries, même plus en France. Donc on va voir de plus en plus apparaître ces recrutements à distance. Et elles sont aussi, contrairement à d'autres étapes de l'économie, aujourd'hui, elles sont 88% à vouloir augmenter leurs effectifs, et pour beaucoup, c'est des pourcentages considérables. Donc, à la fois une approche de stratégie inorganique, mais en même temps une augmentation des effectifs, notamment pour des postes clés d'innovation, de R&D, etc. Avec la crise, donc, les talents sont un sujet, mais les talents ont aussi évolué parce que l'opinion publique a évolué. L'opinion publique, aujourd'hui, elle est très exigeante au niveau des objectifs environnementaux, sociaux, sociétaux et sur la gouvernance de l'entreprise. Ce qu'on appelle ESG, c'est en anglais, mais environnement, social et gouvernance. Et donc, ça renvoie à la raison d'être et pourquoi l'entreprise fait du business. Donc, les CEO
se disent à plus de 70% qu'ils se sentent responsables de ces aspects ESG. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à se dire qu'il y a une corrélation positive entre leur performance ESG, donc sur tous ces aspects humains et environnementaux, et leur performance financière. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en plus, les entreprises à forte croissance, donc celles qui réussissent le mieux, sont celles qui pensent que cette corrélation est vraiment positive. Et dans l'ensemble, 37% pensent que cette corrélation est positive. Une grande majorité aussi des CEO pensent que les investissements digitaux et les besoins ESG sont liés. Donc le digital, il est là et il va être aussi un contributeur à tout ça. Et du coup, elles sont, pour un tiers, prêtes à investir entre 10 à 25% de leurs revenus pour être plus sustainable. Donc que ce soit sur des aspects directement liés à leur empreinte environnementale, mais il y a aussi des aspects liés à l'équité, à la diversité, etc. Donc sur cette partie des dirigeants, est-ce que le triptyque gagnant va être croissance? Vous vous souvenez, ils sont très confiants dans leur croissance, appuyés sur le digital et appuyés sur le SCG. Je l'espère bien, c'est à suivre. Donc maintenant, je vais rentrer dans l'entreprise. Donc là, on vient de voir un panorama général de la stratégie de l'entreprise. Je vais rentrer dans l'entreprise avec l'étude qu'on a fait des DSI pour se dire, mais comment ça se connecte? Cette étude des DSI, on est allé à leur rencontre, on est du groupe prospectif du G9+, en se disant comment aujourd'hui les DSI sont dans la prospective. Alors, on s'est rendu compte qu'ils étaient encore pris par l'expérience qu'ils venaient de vivre. Et du coup, on s'est dit, on va leur poser 3 questions. Comment la crise a changé l'activité des directions SI, leur rôle, leur positionnement? Comment elle a changé la stratégie et les priorités SI des entreprises? Et après, partir vers le prospectif. Donc, est-ce une opportunité pour agir différemment? On a interviewé des grandes entreprises françaises. C'est une étude qui est franco-française. Et comme vous voyez, BPI France, Airbus, ADP, etc. Et ce qu'il en est sorti, c'est que déjà, le crash test est réussi. C'est-à-dire, au moment de la crise, on est tous partis. Il y a eu un saut quantique dans le télétravail, mais au-delà de ça, ça a été un révélateur des représentations dans l'entreprise. Donc, des DSI nous disent, il y a une prise de conscience qu'on n'était pas qu'un centre de coût. Certains estimaient... Donc, au niveau des DSI, il y a aussi la place prise avec les syndicats, la DG, tous les collaborateurs, parce qu'en France, on passait beaucoup de temps à négocier des accords de télétravail, et là, on est parti dedans. Donc, ce changement de représentation, comme quoi c'est possible. Et ce changement aussi de représentation par rapport aux populations. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, les forces de vente n'ont pas d'ordinateur, c'est pas la peine. On leur a donné, elles se sont bien débrouillées et ça s'est bien passé. Beaucoup d'autres populations qui pensaient pas éligibles sont éligibles. Donc, le crash test est réussi, un gros travail au niveau des représentations. Oui. Qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré que l'entreprise, au niveau de la coopération, au niveau de la confiance, au niveau de sa propre énergie, elle en disposait, et c'est une capacité qui est venue du plus profond de l'entreprise, qui a permis d'aller de l'avant, qui a permis d'avoir l'audace, la réactivité et l'avance stratégique. Ça a également été un révélateur des marges de productivité de l'entreprise, de l'état des compétences et de la place prise par les prestataires. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'outsourcing, il y a des choses qui sont en train de bouger. Parce que les entreprises se sont rendues compte qu'elles avaient, pour certaines, perdu des compétences parce qu'elles s'appuyaient beaucoup sur les prestataires. Et que c'était une facilité parce qu'en plus, il y avait des problèmes d'embauche et elles allaient vers les prestataires naturellement. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à internaliser
des prestataires ou à avoir pris en compte les gains possibles de productivité. Pardon. Donc l'enjeu pour l'entreprise, c'est de garder ce bon niveau d'audace, de créer des relations de confiance permettant au DSI un meilleur positionnement, permettant au DSI un meilleur dialogue avec les parties prenantes et permettant à l'entreprise de construire son avance stratégique. Quels sont les sujets qui sont apparus vers le prospectif comme étant les sujets à plus forte criticité? La data. La data est un sujet intéressant parce que c'est un sujet de stratégie de l'entreprise, c'est un sujet technique, technologique, en même temps c'est un sujet organisationnel. On a vu apparaître des Chief Data Officers, mais il y a les DSI, il y a les Chief Digital Officers, donc un sujet d'organisation, un sujet culturel. Comment est-ce qu'on produit de la data pour pouvoir contribuer au futur de l'entreprise. C'est également un sujet d'empreinte environnementale. Qu'est-ce qu'on fait avec ces data et comment on la traite? La souveraineté, elle est toujours un sujet. On en a un petit peu parlé avec le cloud, et elle continue à poser des questions, d'autant plus qu'avec les médicaments, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a joué tout économique et que ça nous a joué des tours. Donc il y a un sujet de souveraineté aujourd'hui européenne, et l'empreinte environnementale qui est encore très présente et où on pense que l'entreprise, aujourd'hui, elle se dit... En fait, on a vu 3 cas. On a vu des entreprises qui disent pas de sujet d'empreinte environnementale, on verra quand ce sera obligatoire. On a vu d'autres qui disent... l'empreinte environnementale, oui, la newsletter, on ne l'imprime plus, on enlève les signatures, etc. Et puis on a vu d'autres qui, elles, sont extrêmement volontaristes, qui commencent à augmenter la durée de vie de leurs ordinateurs, qui commencent à se dire, est-ce qu'on fait du cloud, est-ce qu'on stocke en interne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du HPC, donc de l'optimisation de nos programmations pour consommer moins d'énergie? Et celles-là, je pense qu'elles vont tirer après les autres. Donc, sujet manager à distance ou en mode hybride, faire ou faire faire. Le DSI, acteur stratégique de changement ou d'innovation, c'est ce qu'on verra. C'est des enjeux qui sont en train d'être traités par l'entreprise et on va suivre tout ça. Je vais terminer par un sujet qui m'a été inspiré aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, par la présentation d'hier, et ça me paraît fondamental, parce qu'aujourd'hui, l'EdTech se développe beaucoup, elle fait partie de ces technologies. L'EdTech, c'est l'utilisation des technologies dans la formation. Elle fait partie de ces technologies qui ont fortement grimpé, et qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de favoriser des apprentissages personnalisables et engageants. Elle permet de favoriser la société de l'apprendre. Et parce qu'aujourd'hui, l'individu apprend partout et tout le temps. Chacun de nous apprend partout et tout le temps. Et ça vient bousculer l'entreprise parce que sa formation telle qu'elle le faisait avant, elle n'est plus la même, puisque chacun apprend à sa façon. J'avais préparé pour une demi-heure. D'accord. Donc, l'ingénierie pédagogique, je vais aller très vite juste pour qu'on comprenne de ce que c'est. Beaucoup d'entre nous ici dans la salle, on a été habitués au présentiel. Après, il y avait les rétroprojecteurs, il y avait PowerPoint, mais on était dans le présentiel, éventuellement avec des quiz. Ensuite est apparu le e-learning avec Internet, le e-learning que j'ai mis entre guillemets parce que e-learning peut être aussi tout ça. Ensuite, avec la vidéo et Internet, on a eu les MOOC. On a aussi le rapid learning qui est je m'enregistre avec mon PowerPoint. Avec déjà la vidéo et tout ça et Internet, on peut faire beaucoup. Les présentations qu'on a eues hier, elles étaient basées sur ces éléments-là, sur ce qui est en bleu. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut faire beaucoup de choses. Donc on a effectivement la classe virtuelle. Donc ce qu'on a vu hier, c'était ces 4 éléments.
On a le micro-learning. Le micro-learning va se servir notamment du mobile et de la possibilité de faire des choses en mobile learning. Et ça va permettre, par exemple, de faire de la répétition. J'ai fait une formation au management, on va me donner des petits exercices par la suite. Ensuite, il y a le fast learning qui va être un mélange de MOOC et d'autres technologies pour faire des formations à la cybersécurité, etc. On va avoir la voix qui apparaît beaucoup avec le podcast notamment, mais pas que. On a le motion design. Hier, on avait une petite présentation avec le Kerouan où ils utilisaient un petit bout de motion design, mais là, on rentre dans des complexités beaucoup plus grandes. On a les serious games qu'on pensait pouvoir accompagner, mais c'est très cher. Et du coup, on fait du serious gaming, on utilise des jeux pour développer des jeux, donc on détourne des jeux de leur fonction, et on a la réalité virtuelle et la réalité étendue. Personnellement, je travaille beaucoup sur la réalité étendue et je travaille beaucoup sur le serious gaming. Donc ensuite, tout ça va être porté par des plateformes et on va y ajouter l'adaptive learning qui est avec l'intelligence artificielle pour adapter à chacun. On va utiliser le tutorat et on va utiliser des communautés d'apprentissage. Donc, j'ai préféré vous introduire cet aspect-là de cette façon-là, parce que là, je me suis dit, ça parle à tout le monde, mais aujourd'hui, on a des milliers d'offres de e-learning, de EdTech, etc., un peu comme ce qu'on a vu l'autre jour. Mais sur l'accélération, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'avec la crise, on était dans l'ère bleue, on était dans le pré-Covid, les primo-adoptants. Le Covid nous a permis de gagner 5 à 10 ans. Donc c'est une technologie et c'est un secteur qui a gagné énormément avec la crise. Et ce secteur nous bénéficie à tous, puisque les coûts diminuent, puisque les approches diminuent, on commence à voir apparaître le learning as a service, et ça va nous permettre, et pour l'Afrique, c'est vraiment une promesse, je pense, très intéressante. On voit que les prévisions pré-Covid 2025 étaient à 325 milliards pour l'EdTech, et aujourd'hui, on a une estimation de croissance à plus de 20% pour 2025, donc une accélération extrêmement forte du marché. Le marché, donc, on a d'énormes investissements qui viennent confirmer ça, mais c'est dominé par la Chine. Et en 2021, c'est la France qui est numéro 1 en Europe sur les investissements. Les investissements, donc, sont avant tout sur l'enseignement pour la Chine, et en Europe, ils sont sur la formation continue et sur le supérieur. Donc ça, c'est intéressant parce que la Chine va aller sur l'enseignement obligatoire. Si l'Europe se démarque avec l'enseignement des adultes, ça nous permettra de gagner des places. Il y a des chercheurs en France qui travaillent sur des sujets extrêmement intéressants, et notamment le GPS des connaissances, donc un centre de recherche qui a pris 100 000 articles de Wikipédia et qui est, avec l'intelligence artificielle et des modèles mathématiques, en train de travailler pour permettre à chacun d'entre nous de s'aiguiller dans la recherche de connaissances. Donc ça, ce sera par la suite accessible à tous. Et en plus, on travaille sur le carnet de l'apprenant qui va nous permettre de suivre ce chemin. Donc, apprendre partout, tout le temps, tout au long de la vie, c'est un enjeu de toutes et de tous, que ce soit pour l'organisation, parce que les collaborateurs vont apprendre partout, donc l'entreprise, elle a un enjeu de comment les former, pour l'apprenant, chacun ici d'entre nous, pour la DSI, que ce soit pour ses équipes, mais pour ce que ça va entraîner aussi pour elle dans son travail. Je terminerai en questionnant, est-ce que le triptyque résilient et gagnant sera le apprendre, le co-construire et le décider? On verra, mais je le souhaite profondément. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Madame Semedo. Alors maintenant, nous allons passer à l'assistance, voir s'il y a... Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est très intéressant ce qu'elle nous a dit. Donc, on a gagné 10 ans en termes d'apprentissage. Il y a des nouvelles technologies, enfin, il y a des nouvelles, je ne dis pas des nouvelles technologies, mais de nouvelles manières d'apprendre qui se sont justement
démocratisé suite à cette crise du Covid. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, oui, et puis... Merci pour la présentation, madame. Vraiment, c'était intéressante. J'ai beaucoup apprécié cette présentation parce qu'elle englobe la totalité de l'actualité qu'on a pendant la période de Covid. Dans votre présentation, vous avez cité l'investissement en matière de cybersécurité pour les entreprises. Et vous avez cité deux mots importants. C'est cet investissement, soit il dépend de tout ce qui est de la sécurité, ou bien il dépend c'est-à-dire un accélérateur. Donc ça, c'est un choix. Donc les entreprises, ils ont adhéré et ils ont envie de sécuriser leur patrimoine informationnel. Ce n'est pas pour accélérer, mais c'est pour sécuriser. Et en plus, comme vous avez mentionné aujourd'hui, le problème de la cybersécurité pour les entreprises, donc il y a tout un vol d'altération des données, une compromission de l'activité, il y a du phishing, il y a du contournement des mécanismes. Tout ça, on peut le réussir, sauf au cas où on a bien digitalisé nos processus. Qui dit digitaliser, la majorité du temps, on parle de tout ce qui est technique. Mais aujourd'hui, on a oublié qu'aujourd'hui, le digital, c'est la culture humaine. C'est la conduite du changement. Donc, tant qu'on n'a pas une culture de changer, nos cultures, nos habitudes, même si il y a ce matériel-là, ces moyens-là, on ne peut pas réussir à la digitalisation. Et merci. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En même temps, on continue à avancer. Et c'est pour ça, comme vous avez vu, il y a 58% des entreprises qui se disent prêtes, les autres travaillent. Et c'est un vrai sujet de travail et de progrès. Quand je suis allée revoir certains des DSI, les copains, avant de venir ici pour leur dire qu'est-ce que vous me dites depuis l'étude, ils m'ont tous parlé de la cybersécurité. C'est une préoccupation. Et en même temps, il faut continuer à avancer. Oui. Et une dernière commentaire, la cyber-résilience dont vous avez parlé aujourd'hui, ça se base sur des concours de cyberdrill pour les entreprises. Qu'actuellement, beaucoup d'entreprises ignorent tout ce qui s'appelle un concours de cyberdrill, voir quelles sont les sociétés qui peuvent résister à toutes sortes de menaces. Et ça, bien sûr, il est basé sur la gouvernance. Donc ça, c'est très important. Et il est basé sur le patrimoine informationnel comme existant, c'est-à-dire toutes les sociétés qui ont déjà c'est-à-dire transformé leur processus, bien digitalisé, ils ont contrôlé le dysfonctionnement des processus. C'est ça les sociétés qui peuvent réussir à digitaliser, à mieux sécuriser. Mais lorsque, grâce à Covid, on vient de digitaliser, c'est comme on n'a pas un existant, une politique, un schéma directeur, ça c'est difficile pour les entreprises malgré leur budget. Et merci. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, effectivement, mais dans son slide, elle avait précisé, Madame Semedo, elle avait dit que maintenant la cybersécurité, c'est pas l'affaire d'une entreprise, c'est l'affaire d'une entreprise et de son écosystème. Donc aujourd'hui, justement, les entreprises, ils ont vraiment une approche globale, beaucoup plus inclusive, parce que ça sert à rien que moi, je sois hyper protégée si le prestataire dont je dépends, si mon client, lui, est attaqué. C'est comme si j'avais rien fait, en fait. C'est ce qu'elle avait mis dans un de ses slides. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, nous avons une question. Bonjour et merci pour la présentation. En vous suivant, j'ai eu le sentiment que c'est plus une présentation pour des Européens, pour des Français que pour nous, Africains. Puisque quand j'ai vu tout ce qui est investissement, c'est vrai que l'Afrique représente Epsilon, c'est la réalité. Deuxièmement, sur l'aspect humain, je pense que l'Afrique a un potentiel humain extraordinaire, surtout une jeunesse très dynamique. Et sur la cyber-résilience aussi, l'Afrique est encore très fragile parce que nous ne sommes pas assez outillés au plan technologique. Je crois qu'il aurait été bien de nous formuler quelques recommandations au niveau de votre think tank, de voir qu'est-ce qu'il faut faire justement au niveau des DSI et au niveau des décideurs pour attirer les investissements, pour développer l'adaptative learning par exemple, qui est un concept que je trouve très intéressant, et puis aussi pour développer notre cyber-résilience. Merci.
Merci pour votre remarque. Oui, effectivement, par rapport aux investissements, mais même là, même l'Europe, hein, quand vous regardez beaucoup d'investissements, quand on met la Chine, on met les États-Unis, l'Europe, elle représente 6% là-dedans. Donc, oui. Mais c'est cet environnement-là qui nous tire tous. Je saisis la balle au bond de votre proposition et je dis à ceux qui sont disposés, on travaille beaucoup avec des chercheurs. En ce moment, tout à l'heure, j'ai parlé par exemple du serious gaming. Je suis en train de faire un projet avec Pôle emploi, qui est l'institution qui s'occupe des chômeurs, en partant d'un jeu qui est le jeu Mindtest, qui est la version gratuite, open source de Minecraft, que probablement certains de vous ici connaissent, puisque c'est un Lego électronique et les enfants jouent beaucoup avec ça pour la construction. On est en train d'utiliser Mindtest à la fois pour détecter des soft skills, donc des compétences sociales, de créativité, d'audace, etc., et pour le développement. Et on le fait avec des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en adaptive learning. En fait, dans l'adaptive learning, ils vont prendre des traces d'apprentissage. C'est-à-dire que vous et moi, on va faire un exercice, on ne va pas avoir les difficultés aux mêmes endroits, et le système va capter ça, et avec l'intelligence artificielle, ça peut commencer déjà avec des petites arborescences, mais après, avec l'intelligence artificielle, il va vous proposer des choses qu'il ne va pas me proposer, et puis inversement. Donc là, on travaille avec des chercheurs là-dessus. On travaille avec des chercheurs sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je serais ravie aussi qu'on puisse avoir des partenariats au niveau du think tank, mais pas que, sur ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, et notamment, une fois que c'est fait, c'est fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ça existe et de dire comment je vais l'adapter pour moi. Hier, on a vu que les Maliens ont pris ce qu'ils avaient sous la main et ils ont fait des choses très intéressantes. Ce qui serait utile et intéressant, c'est de dire, voilà, là, j'ai même pas tout mis, hein, j'ai simplifié. Il y a tout ça, comment on peut capter et comment on peut l'adapter et faire des choses qui sont adaptées à nous. Après, pour l'Afrique, il y a le sujet des infrastructures et du device, mais bon, ça aussi, c'est probablement des choses à adapter, à traiter. Merci. Merci beaucoup, Madame Semidou. Et c'est vrai qu'un des exemples aussi, c'est vrai que vous avez parlé de l'Afrique, mais l'un des beaux exemples de résilience, c'est bien le projet qui a gagné le meilleur projet DSI hier, Socolan, justement, qui est vraiment un exemple aussi de résilience. Parce que les initiateurs du projet ont bien précisé qu'ils sont partis quelque part de rien et qu'ils l'ont fait pendant la pandémie, qu'ils ont privilégié les solutions open source et que maintenant ils arrivent à toucher plus de 1 million de personnes en Afrique grâce à du e-learning. Donc voilà. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question ? Ici devant. Oui, d'accord. Vous pouvez amener le micro, s'il vous plaît ? Bonjour tout le monde. Merci Anna pour la qualité de la prestation. C'était très intéressant. Juste une petite question. Pardon. Par rapport à la question, c'est que si vous avez une baguette magique aujourd'hui, et pour changer et accélérer la transformation digitale en Afrique, quel est le plan d'action que vous allez adopter en 3 lignes? Donnez-nous la feuille de route. Vous savez, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Je suis partie du Cap-Vert, j'avais 17 ans. Et à 17 ans, ça fait un certain nombre d'années, ça fait plus de 30 ans, j'étais curieuse et j'allais voir déjà ce qui se faisait en basique. À l'époque, certains connaissent le langage. Et comme ça, après, ça m'a suivi, ça m'a permis de poursuivre. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique a vraiment... Alors, je suis donc de l'Afrique lusophone, j'ai travaillé en Afrique de l'Est, je n'ai pas travaillé en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Mais je pense que c'est notre confiance et notre audace, à nouveau. Parce qu'il y a énormément de choses disponibles. Vous voyez, dans le schéma, je ne sais pas si vous vous souvenez, où j'ai mis les plateformes, il y a des plateformes qui sont des plateformes des entreprises, comme le LMS, le Moodle dont on a entendu parler hier. Il y a des plateformes qui sont des plateformes ouvertes, interentreprises.
Je vais faire de la pub pour une entreprise que je connais très bien. Il y a Open Classroom, qui est une plateforme française, une scale-up aujourd'hui. Ils ont énormément de formations gratuites pour des développeurs, par exemple. Après, c'est du freemium, donc si on veut du tutorat, etc., on va payer pour ça. Mais déjà, on peut... Moi, j'ai accompagné des élèves à Centrale, et j'ai des élèves qui m'ont dit, mais j'ai travaillé avec Open Classroom, j'ai appris à coder avec Open Classroom sur la partie gratuite. Donc, il y a un enjeu de curiosité, d'aller de l'avant, et après, de créer des formats de tutorat, des formats de partage, etc., qui vont nous aider. Je ne pense pas, pour avoir accompagné beaucoup d'entreprises dans des transformations, pas que digitales, je ne pense pas qu'il y ait des baguettes magiques, parce qu'on est tous différents, on est tous dans des contextes différents, dans des écosystèmes différents, mais par contre, je pense qu'il y a des valeurs qu'on peut porter et qu'on peut pousser, qu'on peut aider à développer, et après, le monde aussi, il s'ouvre à nous quand on va sur ces routes-là. Merci beaucoup, Madame Semido. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Je regarde bien partout. Ah, il y a Thierry. On me fait le reproche. Thierry, il me doit une question. Voilà. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Pardon, il y a quelqu'un Oui, d'autre qui merci parle. beaucoup pour la présentation. Juste une petite question. C'est vrai qu'on comprend tous que la crise fut un accélérateur. Aujourd'hui, on s'apprête à bien plier la page de la pandémie. Ne craignez-vous pas une décélération? Tout à fait, et on le voit. Vous voyez, quand j'ai mis que l'audace était un élément majeur pour faire face à l'incertitude, au moment où on a fait la présentation pour les DSI, on leur a proposé aussi de faire un travail en disant toute cette énergie, elle est partie, je vais dire même, des entrailles de l'entreprise. Et si l'entreprise a réussi, c'est que l'entreprise a ses forces-là. Et tout le monde dit oui, mais aujourd'hui, il y a moins d'une semaine, il y a moins de 15 jours, pardon, j'ai animé une conférence dans laquelle 2 grandes entreprises parlaient de l'audace comme étant un problème. Et du coup, moi, ce que je dis, c'est que Michel Serres, un philosophe français décédé il y a peu de temps, quelques années, disait « le numérique change la cognition ». Moi, je dis aussi le numérique change la décision. Et je pense qu'il y a un travail énorme à faire avec les décideurs et avec toute la chaîne de décision. Même pour nous aussi, parce qu'on a une multitude de choix dans tout, et c'est difficile de choisir. Et jusqu'au sommet de l'entreprise, on ne décide pas qu'avec la réduction des coûts. Donc aujourd'hui, il y a des cordes de rappel qui fonctionnent malheureusement. Ok, ben merci beaucoup, Madame Semido. Il y a Thierry toujours. Hein. Pardon, il y a une autre Thierry, question? toujours. Ah oui. Oui, on va lui donner la parole. Bon, Anna, merci de cette présentation-là. Ta présentation m'a suscité une petite question et je crois qu'on l'avait déjà un petit peu abordée. On voit donc différents outils de formation qui devraient permettre de rendre l'attractivité de l'informatique plus facile. On a un déficit aujourd'hui en matière de compétences informatiques pour recruter. Mais j'ai une petite question aussi qui me taraude. L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les métiers de l'informatique est quelque chose aujourd'hui de comment dire, inquiétant, puisqu'on a une disproportion entre les hommes qui font de l'informatique et les femmes. Est-ce que tu penses que ces outils que tu as présentés peuvent favoriser l'attractivité des femmes dans ce métier? Pourquoi je dis ça? Parce que les outils qu'on utilise, c'est à la fois destiné à des hommes et des femmes. Et le fait que la conception soit réalisée majoritairement par des hommes peuvent poser à terme certainement quelques difficultés. Merci. Ouais. Merci Thierry. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et je ne comprends pas. Quand j'étais étudiante, en informatique, on était presque 50-50. Et au fur et à mesure que l'informatique a pris du pouvoir, les femmes se sont retirées du digital, disons. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts. En France, il y a Femmes et Numérique, il y a Femmes Ingénieurs, les écoles d'ingénieurs font des efforts là-dessus, etc. Il y a
J'ai parlé au début, sur les DSI, le crash test réussi, on a vu qu'il y avait des problèmes de représentation. Et je pense qu'il y a un travail fondamental à faire sur les représentations. Et j'espère que l'avancée de ces systèmes, l'avancée du no-code, etc., va faire que peut-être, vraiment je le souhaite profondément, les femmes vont se dire « on peut y aller nous aussi ». Et pas qu'en travaillant qu'avec des femmes, en travaillant avec tout le monde, parce qu'en plus, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'en France, l'EdTech en France, elle a fait aussi un bond, elle est passée de 600 millions d'euros à peu près à 1 milliard en 2021, grâce aussi à la crise et à ce que ça a fait. Il y a plus de 600 entreprises qui sont membres d'EdTech France, et malgré tout, c'est une grande majorité de garçons. Et donc, forcément, quand ils vont proposer des sujets, c'est vu avec des yeux masculins, et on est un monde fait de femmes et d'hommes. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est à traiter, et je pense qu'il y a vraiment la représentation qui doit être travaillée à fond. D'un autre côté, c'est vrai que je suis de votre avis, mais les femmes, nous qui sommes dans le digital, quelque part, on doit faire du bruit. On doit être présente sur les réseaux sociaux, on doit amplifier les messages, on doit être visible, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont nous voir et que ça va leur donner, elles aussi, envie d'être présentes, de faire, justement, de se débarrasser aussi quelque part aussi de cette gêne. Parce que parfois, c'est vrai qu'on voudrait bien faire quelque chose, nous, en tant que femmes. Moment d'arriver, je veux faire ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On est très inhibés, chose que les hommes n'ont pas. Donc voilà, donc je pense qu'il faudrait que déjà, celles qui sont là, elles fassent du bruit, elles s'approprient les nouvelles technologies pour justement les montrer à d'autres. Et de cette manière-là, à ce moment-là, on va créer des effets, des effets dominos. Par exemple, moi, je viens de découvrir une nouvelle manière d'apprendre, qui est la newsletter. Alors, la newsletter en e-learning, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé. Moi, j'ai suivi un petit cycle de formation de 7 jours. C'est 7 mails qu'une dame qui est spécialiste du copywriting, qui s'appelle Nina Ramen, nous envoie chaque jour dans notre boîte aux lettres pendant 7 jours. Donc voilà, donc elle l'a fait. Moi, j'ai regardé la solution qu'elle utilise. Je la trouve assez facile. Voilà, je vais l'adapter. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc nous, on ne doit pas on doit parler. Et on doit s'approprier les outils pour que... d'autres derrière nous suivent. Voilà, excusez-moi, ça c'était ma minute féministe. Donc dernière question et après on va passer à la suite du programme. Oui, merci Anna. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste pour renchérir la même chose. J'allais dire exactement comme Chris avait parlé, mais nous, DSI, on parle concrètement. Moi, dans mon département à moi et les autres confrères, on a plus de collaboratrices que collaborateurs. Bravo. Dans notre association des clubs DSI, par contre, on a moins de 20% de nos adhérents des femmes. Donc, je ne sais pas, c'est les femmes qui devraient... la deuxième chose, en Tunisie, on est le deuxième pays au monde qu'on a des ingénieurs femmes par capita. Bravo. Par contre, après, je ne sais pas, c'est à eux de demander, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle a dit Chris, c'est à eux de prendre leur place et de batailler pour qu'ils arrivent au top management et prendre leur plein droit. Voilà. Merci beaucoup. Bon, là-dessus, parce que là, si on arrive sur la question genre, je pense qu'on va passer la matinée. Merci beaucoup, Madame Semedo. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle ?